Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on se demandera si les États-Unis sont toujours un État de droit avec mon invité Laurent Cohen-Tanuji, avocat au barreau de Paris et de New York, également fondateur de Cohen-Tanuji Avocat. Dans la deuxième partie, on évoquera une sanction de 3 marques de luxe, Gucci, Chloé et Louis V, une amende record de 157 millions d'euros avec Sarah Pomar, associée au sein du cabinet Nomos. Et enfin, dans la dernière partie, on évoquera les grands défis en matière de RH pour les directions juridiques avec Aude Picard, associée chez OMS & Co. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. Direction les États-Unis où Donald Trump, depuis le début de son second mandat, s'attaque aux institutions et aux contre-pouvoirs, non-respect des décisions de justice, attaque contre les cabinets d'avocats, atteinte à la liberté de la presse, autant de signaux qui interrogent: les États-Unis sont-ils encore un État de droit? Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Cohen-Tanuji, avocat au barreau de Paris et New York, fondateur du cabinet Cohen-Tanuji Avocat. Laurent Cohen-Tanuji, bonjour. Bonjour. Les atteintes à l'état de droit aux États-Unis se sont multipliées depuis l'arrivée de Donald Trump. Pour commencer, la première question que j'ai envie de vous poser: quels sont les facteurs qui fragilisent aujourd'hui l'état de droit aux États-Unis? Alors effectivement, le principal facteur, c'est le comportement du président, donc le président des États-Unis, qui a déjà, enfin la présidence a énormément de pouvoir en réalité, et Donald Trump les utilise au maximum et en contrariété souvent avec les principes constitutionnels, les libertés fondamentales et les droits individuels. Donc ça, c'est le facteur principal. Le deuxième facteur, c'est le fait que le Congrès est totalement absent. C'est-à-dire qu'il y a une majorité républicaine au Congrès, qui est courte, mais qui existe, et qui est totalement dévouée à Donald Trump. Donc pas de contre-pouvoir. Pas de contre-pouvoir, le Congrès ne joue pas son rôle. Et puis il y a enfin la Cour suprême, qui a une majorité conservatrice, dont 3 juges nommés par Donald Trump. Donc toute cette conjonction de facteurs, mais principalement l'exercice du pouvoir par le président, fragilise l'état de droit aux États-Unis aujourd'hui. Donc on a vu les principaux facteurs qui fragilisent l'état de droit. Malgré ces fragilités, est-ce qu'il y a encore des mécanismes de protection de l'état de droit? Oui, heureusement, parce que les États-Unis sont probablement la démocratie la plus solide du monde, et c'est précisément l'état de droit est à la fois la cible du pouvoir, mais également le champ de bataille. Et donc, il y a une résilience de l'état de droit parce que la justice fédérale, les tribunaux fédéraux résistent en réalité. Et donc, Comment ça se traduit comment ça se concrètement? traduit? C'est que chaque décision, chaque mesure, décret présidentiel contestable fait immédiatement l'objet d'un recours devant les tribunaux fédéraux. Et la plupart de ces recours se traduisent par une suspension des mesures présidentielles. Et donc, donc, dans la plupart du temps, les partis, les plaignants ont gain de cause. Donc, la deuxième, ce qui est important pour C'est ça, plutôt c'est bon que signe pour la ça, démocratie. c'est bon signe pour la démocratie, mais ça suppose aussi que, une société civile Soit active. active, Parce qu'il faut évidemment saisir les tribunaux. Et là, c'est bien ce qui sûr. se passe. Les États, les villes, les associations, les syndicats font des recours. Et donc, c'est ça qui manifeste la résilience de l'état de droit aux États-Unis. Alors surtout qu'on a vu que le président Trump a multiplié les décrets et a médiatisé un peu sa posture justement pour dire j'avais annoncé et je le fais, vous voyez. Donc il a mis en scène un peu tout ça. Oui, mais donc ce qui est important, donc, c'est qu'à chaque fois, maintenant, il y a une machine qui s'est mise en place, donc, comme je vous le disais, pratiquement à chaque recours, à chaque mesure, dès le lendemain, il y a un recours en justice, et certains de ces recours par exemple, pour les cabinets d'avocats, pour l'université de Harvard, pour certaines déportations illégales, il y a des décisions de justice qui ont donné tort à l'administration Trump.
Alors, évoquons maintenant la Cour suprême, parce qu'elle pose aussi question avec les nominations Ouais. faites par Donald Trump. Est-ce qu'elle joue encore son rôle de garde-fou actuellement? Alors, la Cour suprême n'a encore rendu aucune décision sur le fond depuis l'élection de Donald Trump. Il y a eu de nombreuses décisions de procédure ou des décisions temporaires. Ce qui se passe, c'est que donc il y a des recours contre les décisions de l'administration. Ces recours, en première instance ou en appel, sont en majorité, pas tous, mais en majorité défavorables à l'administration. Et l'administration, à ce moment-là, fait un recours d'urgence dans la Cour suprême. C'est ce qui s'est passé pendant l'été. Et souvent, la Cour suprême lui donne raison, c'est-à-dire suspend les blocages des juridictions inférieures, mais pas toujours, mais souvent. Mais ce ne sont pas encore des décisions sur le fond. Je pense que la D'accord. première décision sur le fond va être celle qui concerne les tarifs douaniers de Elle est Donald Trump. très attendue. Elle est très attendue. Et là, on ne sait pas. Il est quand même possible que la Cour suprême, en fait, invalide la politique douanière de Donald Trump, qui serait quand même un... Mais il y a encore d'autres décisions sur le droit du sol, sur les libertés fondamentales. Donc, pour le moment, rien n'est véritablement joué. Et on peut penser que sur certaines décisions fondamentales, il y aura une majorité, c'est-à-dire non seulement des 3 juges libérales, c'est-à-dire démocrates, mais également peut-être du Chief Justice de la Cour suprême et peut-être d'Amy Coney Barrett, qui a été nommé par Trump, mais qui parfois est du côté des démocrates. Voilà, on peut espérer que la Cour suprême quand même joue son rôle. Sa popularité est en baisse, elle est très critiquée, y compris par le monde du droit aux États-Unis. Donc elle joue aussi sa crédibilité. Donc, je pense que sur vraiment les fondements de la démocratie américaine, elle saura jouer son rôle. On va le savoir dans les mois qui On viennent. va suivre tout ça avec intérêt. Au-delà des futures décisions de la Cour suprême, quelles sont les évolutions que l'on peut attendre pour justement préserver l'état de droit aux États-Unis? Il y a deux choses. D'une part, on est à moins d'un an maintenant des midterms, des élections de mi-mandat. Donc ça va quand même changer. Comme je le disais, la majorité républicaine est assez étroite aujourd'hui. Donc s'il y a un changement de majorité au Congrès, ça va changer la donne, parce que le Congrès pourra vraiment jouer son rôle de contre-pouvoir. Et puis, comme je vous le disais, il y a les décisions de la Cour suprême qu'on attend. Et puis, il y a toujours de toute façon ces batailles juridiques et judiciaires. Donc à la fois sur le terrain politique et sur le terrain juridique, on peut penser, puis Donald Trump n'est pas éternel non plus. Un mot sur le monde du droit, vous l'avez évoqué au cours de cette interview. Comment ils vivent un peu? Les cabinets d'avocats ont été attaqués dès le début du mandat de Donald Trump. Comment ils vivent tout cela? Ben, assez mal, parce que il y a non seulement les cabinets d'avocats qui ont été attaqués, mais c'est surtout, il y a une instrumentalisation de la justice pénale. Donald Trump considère que le parquet fédéral fait partie de l'exécutif et donc est totalement, comment dirais-je, sous son contrôle. Donc il n'y a plus d'indépendance du parquet, il n'y a plus non plus d'impartialité, parce qu'il y a des poursuites vindicatives. Donc c'est ça qui est quand même très très préoccupant. Et ça met en cause finalement le droit à la sûreté de chacun, parce qu'on ne sait pas très bien ce qui peut... Enfin, le parquet n'est plus indépendant, et ça, c'est un vrai souci. Pour terminer, il y a eu des attaques aussi de la presse. Est-ce que la presse joue son rôle de contre-pouvoir aux États-Unis? Oui, la presse joue son rôle de contre-pouvoir. Les grands médias, alors évidemment, les grands médias ont perdu, comme partout, l'espèce de suprématie qu'ils avaient. Il y a d'autres canaux, mais des grands médias quand même audiovisuels ou de la presse écrite jouent leur rôle de contre-pouvoir et de critique de l'administration, absolument. On va conclure là-dessus. Merci Laurent Cohen-Tanuji. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et au barreau de New York et fondateur du cabinet Cohen-Tanuji Avocat. Merci à vous. Tout de suite, l'émission continue. On change de décor. On va s'intéresser aux pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du luxe avec une amende record de 157 millions d'euros.
La Commission européenne a sanctionné les marques de luxe Gucci, Chloé et Louis V d'une amende record de 157 millions d'euros pour avoir imposé des prix de revente à leurs revendeurs indépendants. On va décrypter cette actualité avec mon invité, Sarah Pomar, associée chez Nomos, également docteur en droit de la concurrence. Sarah Pomar, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va décrypter ensemble cette décision, mais pour bien comprendre, qu'est-ce qui était reproché à ces marques de luxe connues pour leur élégance et qui, cette fois, sont sanctionnées pour des pratiques anticoncurrentielles. Comme vous l'avez dit, le 14 octobre dernier, la Commission européenne a infligé des amendes aux trois marques Gucci, Chloé et Louis V pour avoir imposé leur prix de revente à leurs détaillants. En violation des règles du droit de l'Union européenne, du droit de la concurrence plus précisément. Ce qui a été reproché concrètement, et la Commission a relevé dans son communiqué de presse, on attend que les décisions soient intégralement publiées, et que du côté des marques, il y avait une obligation faite par chacune des marques à ses détaillants de ne pas s'écarter des prix recommandés par la marque dans les prix de revente par les détaillants aux consommateurs, des taux de remise maximaux indiqués par les marques, des périodes de soldes déterminées par les marques. Et parfois, temporairement, il y avait, selon la Commission, une interdiction faite par les marques aux détaillants de proposer des remises aux consommateurs. Et toujours du côté des marques, ce qu'a relevé la Commission européenne, et que pour faire respecter cette politique de prix imposés, les marques surveillaient les prix des détaillants et les relançaient dès qu'il y avait un écart par un détaillant par rapport au prix. D'accord, donc à chaque fois, il y avait une relance sur les prix. Exactement. Et c'est un point très important, on va le voir dans la grille d'analyse relative au prix de revente imposé. Donc ça, c'est du côté des marques, mais aussi pour qualifier l'infraction, la Commission a relevé que du côté des distributeurs, ils s'y pliaient, généralement ils se pliaient à la politique de prix imposé, soit d'emblée, soit après y avoir été invités. Et par les marques, et selon la Commission, tout cela a causé notamment une atteinte à la concurrence, notamment la concurrence entre les détaillants et entre les détaillants et les marques elles-mêmes qui ont leur propre circuit de vente intégré en ayant harmonisé. D'accord, donc il y avait une vraie organisation de cette pratique de prix imposé, c'est ça? Exactement. Ce qui est quand même important à préciser, Arnaud, est que c'est une pratique qui reste verticale. La Commission a dit très clairement qu'il n'y a pas d'entente entre les marques. On n'est pas dans l'horizontal. On est vraiment dans des pratiques indépendantes les unes des autres entre les marques et leurs détaillants. Alors, on a vu maintenant le contexte, les faits. On va s'intéresser maintenant aux conséquences. Quelles sont les implications de cette décision, notamment pour les fournisseurs? Ça, c'est un point très important parce qu'en termes d'implication, en effet, de ce qu'on a aujourd'hui des trois décisions, c'est qu'il y aurait une implication générale et une autre plus pratico-pratique. D'accord, au point de vue général. Voilà, d'un point de vue général, d'abord, tout secteur confondu, on peut noter clairement dans le communiqué de presse de la Commission que malgré, en dépit de toute la littérature économique qui montre que les pratiques de prix imposés peuvent avoir des effets favorables sur la concurrence dans certaines situations, et que par ailleurs on a eu une décision très importante de la Cour de justice en 2023, l'arrêt Superboc, qui a dit que les pratiques de prix imposés devraient être appréciées de manière plus circonstanciée en prenant en compte le contexte avant leur qualification de restriction par objet. Malgré tout cela, on voit quand même dans cette décision une volonté vraiment affirmée d'avoir une approche rigide et stricte concernant ces pratiques-là. Et le secteur du luxe n'y échappe pas parce que la Commission l'a dit très clairement dans son communiqué que
ces pratiques ne seront pas tolérées, quoi qu'on achète. Donc elle Donc est le très luxe. vigilante sur ces pratiques. Exactement. Donc, une fois qu'on a dit ça, quelle est la conséquence pratique? La conséquence pratique, c'est qu'il faut avoir en tête la grille d'analyse aujourd'hui des pratiques de prix de revente imposées. Et donc, on tombe dans l'infraction hein, lorsque, soit d'une part, on a des preuves directes qui peuvent être des documents, des échanges, des clauses de contrat qui montrent clairement et en principe indéniablement qu'il y a un accord entre un fournisseur, un distributeur sur une politique de prix de revente ou qu'on accorde le contrôle aux fournisseurs des prix, des marges, des remises, des périodes de solde. D'accord? Donc les documents, là, apportent les éléments de preuve. Absolument, direct. Si on n'a pas de telles preuves directes, il faut qu'il y ait quand même un faisceau d'indices précis et concordants qui montre que du côté du fournisseur, déjà, il y a une invitation hein, faite aux détaillants à respecter des prix de revente ou des prix minima. Mais attention, ça c'est un point hyper important. Par invitation, on n'entend pas uniquement une diffusion des prix. Il faut qu'il y ait une police de prix faite, exercée par le fournisseur, comme des menaces, des représailles, des sanctions, si jamais le D'accord. distributeur s'écarte. Et Donc il y a des malheureusement, indications, en fait, un peu directives, c'est ça? exactement, l'élément de contrainte. Et malheureusement, en France, ce standard de preuve qui est déjà assez bas est dégradé par l'autorité de la concurrence qui fait l'impasse hein, de la démonstration de la police de prix malgré la censure dont elle a fait l'objet par la Cour d'appel, notamment dans l'affaire Apple en 2022. Et du côté du distributeur, il faut démontrer qu'il y a un acquiescement quand même de la part du distributeur qui peut être évidemment explicite mais aussi tacite comme un suivi assez important des prix indiqués par le fournisseur. Bon, on vient de voir que tout ça, c'est un peu contraignant pour les fournisseurs. Est-ce que malgré tout, il leur reste une marge de manœuvre pour déterminer les prix de revente? Il faudrait absolument rappeler que oui, hein, malgré cette approche rigide qui a quand même pour effet pervers de tomber dans une, comment dire, dans une pratique qui est excessive en termes de précaution hein, de certains fournisseurs. On a tendance à oublier que le droit de la concurrence offre des possibilités qui peuvent être vraiment des vrais leviers de compétitivité pour les entreprises dont les fournisseurs. Donc, il faudrait vraiment les utiliser. On peut citer, par exemple, comme possibilité, d'abord, le droit hein, du fournisseur de communiquer des prix recommandés hein, dès lors qu'il précise que le détaillant reste ou le grossiste hein, reste libre de déterminer ses prix. Ça peut être aussi même imposé. Hein. Le fournisseur peut même imposer des prix maximum de revente dans certaines conditions à ses détaillants. C'est quoi les conditions rapidement? Alors en fait, pour le prix maximum, il ne faut pas qu'on tombe dans le prix fixe imposé. Par exemple, un exemple très concret, un fournisseur ne va pas, il ne faut pas qu'il dise, par exemple, à son détaillant, je te rembourse les coûts promotionnels que tu supportes, mais à condition que tu respectes le prix maximum, qui devient du coup un prix fixe D'accord. Donc, on voit imposé. qu'il Donc il y a une un cadre. contrepartie derrière. Absolument. Un fournisseur peut tout à fait aussi surveiller hein, et faire des relevés de prix et faire de la veille concurrentielle, les prix pratiqués par son réseau de distribution. D'ailleurs, dans l'e-commerce, ça se développe beaucoup en ayant recours à des logiciels. Il peut même demander, hein, dans certains cas, des informations directement au distributeur sur les prix pratiqués et les campagnes promotionnelles passées. On va conclure là-dessus. Oui. Merci Sarah Je t'en Pomar. prie, Je rappelle que vous êtes avocate associée chez Nomos, également docteur en droit de la concurrence. Merci Arnaud. Tout de suite, on change de registre. On va s'intéresser aux directions juridiques et leurs besoins en matière de ressources humaines. Quels sont les défis RH des directions juridiques? On en parle tout de suite avec mon invité, Aude Picard, associée chez OMS & Co. Aude Picard, bonjour. Bonjour Arnaud. On va parler ensemble des défis RH des directions juridiques. Mais tout d'abord, quels sont les enjeux des directions juridiques dans la définition de leurs besoins RH?
Oui, alors les directions juridiques, aujourd'hui, connaissent une profonde transformation de leur mission. Et cette transformation implique des besoins RH nouveaux, voilà, qui n'existaient pas jusqu'à présent. L'identification de ces besoins, c'est un exercice stratégique pour les directions juridiques parce que ça conditionne leur capacité à rester un acteur clé au sein de l'entreprise. Alors, quels sont ces enjeux? Euh, D'abord, la direction juridique doit se positionner en véritable business partner. Pourquoi c'est important? Parce que, en fait, aujourd'hui, il ne faut plus qu'elle se positionne seulement comme un support, un service support, mais aujourd'hui, elle a un vrai rôle pour créer de la valeur stratégique. Voilà, son rôle aujourd'hui, en effet, c'est de maîtriser les risques, c'est d'être dans la performance opérationnelle et dans la création de valeur. Et aujourd'hui, justement, les directions juridiques recherchent à recruter des profils qui soient en capacité d'accompagner ce changement. L'idée, c'est d'être au plus près des décisions de l'entreprise et montrer vraiment la valeur ajoutée de la direction juridique, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, chez les juristes, on recherche des compétences non plus seulement de technicité juridique, mais aujourd'hui, on attend du juriste qu'il puisse gérer en fait, qu'il puisse en fait aujourd'hui être un véritable business partner et travailler en mode projet, qu'il puisse piloter des outils numériques, qu'il puisse savoir communiquer de façon efficace avec les opérationnels. Voilà, autant de compétences non juridiques qui sont attendues et qui sont tout autant importantes que la technicité juridique. Donc, il va falloir développer ces nouvelles compétences et en même temps, peut-être créer des nouveaux métiers pour aider justement la direction juridique dans ces nouveaux développements. Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers pour accompagner ces mutations? Oui, tout à fait. Il y a des nouveaux métiers qui émergent au sein des directions juridiques et qui viennent redéfinir la façon dont les juristes travaillent. On peut citer par exemple le métier de Legal Operation Officer, voilà, qui est un métier qui est très établi aux États-Unis et dont on entend de plus en plus parler On en en parle beaucoup, France. mais de quoi s'agit-il réellement? Alors, le Legal Operation Officer, il vient épauler le directeur juridique. Il vient optimiser les process. Il vient gérer les budgets, optimiser les coûts. Il vient conduire les changements. Il vient structurer les outils digitaux. Il vient établir une communication efficace au sein du département juridique, mais également avec les autres départements, avec les opérationnels, avec les achats, l'IT, la finance, etc. Et en fait, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que ça peut libérer du temps aux juristes pour qu'ils puissent se concentrer sur leur vraie valeur ajoutée. Donc, libérer du temps avec ce Legal Operation Officer. Est-ce qu'il y a d'autres fonctions, d'autres métiers qui permettent d'autres actions au sein de la direction juridique? Oui, on peut citer également le contract manager. Alors le contract manager, c'est lui qui va venir piloter le cycle de vie du contrat, donc de la rédaction à l'exécution, en veillant à ce que les engagements pris dans le contrat soient bien exécutés, en maximisant la valeur pour l'entreprise tout en minimisant les risques. Il y a d'autres métiers? Alors, il y en a plusieurs autres. C'est vrai qu'il y en a plusieurs autres. On peut également citer le Legal Design Officer. Le Legal Design Officer, lui, il a pour mission de rendre compréhensible et accessible le droit. Alors, il s'appuie sur les préceptes du design thinking qui part des besoins de l'utilisateur. Voilà. Après, est-ce qu'il faut internaliser ces nouveaux métiers ou est-ce qu'on peut faire appel à des sociétés qui ont ces ressources si on a un besoin ponctuel en legal design, en legal operation officer? Oui, alors effectivement, hein, le rôle des directions juridiques, c'est d'arbitrer les compétences à internaliser de celles à externaliser. Alors, comment peut-on externaliser les compétences? Ça dépend de plusieurs paramètres, de plusieurs facteurs. Ça dépend du budget de l'entreprise, ça dépend de leur stratégie, ça dépend aussi de la maturité du service juridique. Voilà. Et après, moi, je vois plusieurs avantages à externaliser ces nouveaux métiers. Le premier, c'est l'accessibilité. C'est vrai que ça coûte souvent moins cher parce qu'on peut choisir la durée de la mission et le nombre de jours travaillés. Deuxième avantage, c'est la flexibilité. La flexibilité, pourquoi? Parce que l'entreprise, elle a des besoins réels et donc on peut venir faire du sur-mesure avec ces besoins réels et le nombre de jours travaillés par le consultant.
Et puis, on peut aussi parler d'agilité. C'est vrai que l'agilité, voilà, l'externalisation permet de tester des nouveaux modèles, des nouvelles compétences, sans prendre l'engagement d'un recrutement permanent. Et éventuellement, plus tard, si le test est concluant, on peut décider d'internaliser la ressource. Mais c'est effectivement un avantage d'externaliser au tout début. Est-ce qu'il y a d'autres manières d'optimiser le fonctionnement d'une direction juridique en matière de RH? Oui, alors c'est vrai que les directions juridiques aujourd'hui ont pour ambition de prendre du poids et de l'influence au sein de l'entreprise. Et pour cela, elles doivent vraiment se positionner en véritable business partner. Elles doivent savoir communiquer. Et tout ça, en fait, c'est vrai que le fait de se faire épauler par un Legal Operation Officer, on en a parlé, extrêmement important. Et la communication, c'est pas forcément évident. Je pense aux directions juridiques de grandes entreprises où la communication peut être plus ou moins facile. Quelle est la marge de manœuvre pour les directions juridiques? La marge de manœuvre pour les directions juridiques, c'est vrai qu'elles ont un vrai travail à réaliser. Elles doivent finalement communiquer sur leur impact. Et c'est comme ça qu'elles vont prendre du poids et de l'influence dans l'entreprise. Donc elles doivent, par exemple, valoriser leurs victoires. Elles doivent montrer à l'entreprise comment elle les protège et comment elle les fait avancer. Ça veut dire qu'il faut faire sa propre communication en interne pour valoriser d'autant plus la direction juridique, c'est ça que vous dites? Exactement, je pense qu'il y a un vrai rôle de communication au sein du département juridique, mais il y a aussi un rôle du département juridique auprès des autres départements. Voilà, pour qu'on puisse en fait créer du lien entre le département juridique et les autres départements, créer de la proximité et qu'on puisse communiquer évidemment sur le rôle du département juridique au sein de l'entreprise, créer une véritable culture juridique dans l'entreprise. Alors, créer une culture juridique, pour finir, est-ce que c'est les nouveaux enjeux comme la transformation numérique, la transition énergétique peuvent aider les directions juridiques à faire valoir leur plus-value au sein de l'entreprise en montrant qu'ils sont vraiment moteurs sur ces sujets? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une très bonne question. Et là encore, les nouveaux métiers peuvent venir aider les directions juridiques à se positionner sur tous ces domaines de compétences. Comment vous voyez, une dernière question, comment vous voyez le développement des directions juridiques dans les prochaines années? Alors, il va y avoir encore de nouveaux métiers qui vont apparaître. Et c'est vrai que ces nouveaux métiers vont à nouveau être orientés probablement efficacité et gestion opérationnelle, qui est très important. Ils vont être également orientés très probablement digitalisation, voilà, avec les outils de gestion contractuelle, les outils d'IA générative. On en parle également beaucoup. Et puis également, les outils de compliance vont continuer à se structurer. On va conclure là-dessus. Merci Aude Picard. Je rappelle que vous êtes associé chez OMS & Co. Merci beaucoup Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.